Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Mélanie, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Salut Anaïs, écoute, ça va très bien. C'est vendredi, je fais un podcast, donc tout va bien. De quoi bien terminer la semaine. Pour Exactement. commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Oui, bien sûr. Alors moi, ça va faire bientôt déjà 4 ans que je suis tombée dans le bain de l'indépendance. Au niveau métier, ça fait du coup plusieurs années que j'accompagne les entreprises engagées dans leur communication B2B, dans leur stratégie LinkedIn et newsletter, et je m'occupe aussi de toute la partie mise en place et de l'opérationnel. Et du coup, mes clients qui sont des fondateurs de boîtes dans l'impact, dans plein de secteurs différents, j'ai pas vraiment de secteur de prédilection. Je suis, leur bras droit, LinkedIn et newsletter, et voilà, on définit des stratégies que je mets en œuvre. Et à côté de ça, depuis, un peu plus d'1 an, je monte un projet qui s'appelle Diverses, dont le but est de créer une safe place pour, les femmes, notamment issues de minorités, de l'impact. Du coup, les femmes qui sont déjà en poste, en tant que dirigeantes ou salariées dans des entreprises engagées, ou celles qui souhaitent rejoindre l'écosystème, mais qui n'ont pas encore les codes ou le réseau. Et en fait, c'est venu d'un constat, les 2 projets sont assez liés, parce qu'en fait, en bossant, depuis plusieurs années avec cet écosystème, je me suis rendu compte que travailler dans l'impact ou au moins avoir une entreprise engagée, ça voulait pas forcément dire entreprise, diversifiée et inclusive. On a quand même tendance à ramener nos travers dans ces entreprises-là, même si on veut bien faire. Et du coup, encore aujourd'hui, en 2024, on retrouve encore beaucoup de startups de l'impact qui sont cofondées par des hommes, plutôt blancs, issus d'écoles de commerce, valides, et cetera. Enfin, toute la liste du privilège qu'on connaît bien. Et du coup, mon but, c'était vraiment pour un peu améliorer cette situation-là, et en sachant qu'il y a plein de femmes qui souhaitent un travail qui ait plus de sens et qui sont hyper motivées, mais qui en fait n'ont pas forcément l'accès parce que elles manquent de modèles, de mentors pour leur ouvrir les portes. Elles n'ont pas forcément les codes. Diverses va leur permettre déjà de se rencontrer, mais aussi bien sûr d'échanger, s'inspirer, parler librement de leur vécu, de leurs ambitions, tout ça. Donc bref, après, tous les avantages du collectif. C'est vrai que moi, je t'ai rencontré et connu via ton projet Divers et surtout via ta newsletter, et je me reconnais complètement dans ce que tu dis là, en 2 points. C'est que, moi, j'ai une expérience dans la tech à la base, dans entrepreneuriale et dans la tech, et effectivement, alors c'était pas Impact, mais l'entrepreneuriat en général, il y a quand même pas beaucoup de femmes et pas beaucoup de femmes à des postes de direction non plus. Plus tu montes, moins il y en a. Ça, c'était mon premier point, et le deuxième aussi, c'est quelque chose que j'ai pu, vraiment observer dans mon début de carrière en tant qu'indépendante, où je cherchais quasiment exclusivement à travailler, avec des entreprises à impact, et en fait, j'ai eu pas mal de désillusions, Mmh. justement, avec des entretiens et souvent des entrepreneurs, où en fait, j'ai réalisé que, en fait, il y avait pas mal de gens qui se lançaient dans l'impact plus pour l'intérêt business que vraiment pour des convictions très fortes, ou alors qui peuvent avoir les convictions fortes, mais qui en fait, le management en interne ou le manque de diversité, etc., fait que c'est pas un chouette endroit pour lequel y travailler. Donc je trouve que c'est vraiment un projet important. Top que tu l'aies lancé. Aujourd'hui, on va parler ensemble de sexisme et représentation dans le marketing. En fait, concrètement, et c'est marrant, j'étais à une conférence hier sur la communication responsable, et un des conférenciers montrait des publicités des années 40-50, des publicités hyper sexistes, en disant voilà, ça a mal démarré. Et effectivement, tout le monde était là, ah oui, était choqué par les visuels, mais bon, qui étaient un peu rétro à la Mad Men, quoi. Et ensuite, sa slide d'après, c'était mais ça va toujours pas. Et en fait, il nous a mis 2 publicités de 2023, une de Burger King qui était mais vraiment horrible, hyper sexuelle, avec une nana qui mange un sandwich, mais c'était juste, enfin, je sais pas, c'est affiché dans les rues. Genre, et une autre publicité, j'ai plus l'exemple en tête, mais aussi forcément une représentation de femmes dans un rôle domestique, etc. Donc ça, les choses n'ont pas changé en fait depuis plus de 70 ans. Le marketing, il est toujours, enfin, en tout cas, a une forte tendance à représenter les femmes dans des stéréotypes de genre et de manière très sexiste. Toi, selon toi, c'est quoi, quel est l'impact de ces perceptions de genre et de rôle sur notre société ? C'est rigolo que tu aies parlé de ton intervention, enfin de l'intervention où tu es allée hier et que tu parles de ça, parce que c'est vrai que je trouve quand on parle de stéréotypes de genre dans le marketing, on pense tout de suite à ces anciennes pubs en se disant: «C'était vraiment terrible à l'époque», mais en réalité,
On se dit peut-être qu'aujourd'hui ça existe encore de manière plus insidieuse, mais ça existe encore tout court, de manière Mmh. complètement OK, plaquée sur nos 4x3. Donc c'est pas des choses qui ont forcément beaucoup changé et je voulais juste, du coup aussi, ajouter un chiffre. Je sais pas si la personne que tu as vue hier faisait référence à ce rapport de 2023 sur la pub et le sexisme, qui disait Mmh. qu'en fait, pour plus soyer ça, l'industrie publicitaire, elle arrivait pas à réformer ses pratiques sexistes. Vraiment, les mêmes mises en scène sont toujours utilisées et c'est un chiffre qui bouge pas, quand bien même on a l'impression que les mentalités quand même, évoluent. Donc voilà. Et sinon pour, répondre plus concrètement à ta question sur les impacts, concrets, je pense déjà à un impact, sociétal parce qu'en fait, ces images, ce marketing, ces pubs qui sont diffusées en permanence, qu'on se prend, dans la figure à tout bout de champ, sur tous nos sens, elles instaurent forcément une sorte de norme et là, du coup, on parle des femmes et du genre. On peut aller un peu du plus ou moins grave au plus grave. On pense tout de suite peut-être à la charge esthétique. Donc c'est le fait que du coup, à cause de ces normes instaurées, notamment par, tout ce qu'on se prend comme pub et marketing, on a plus de charge mentale, les femmes ont, de manière générale, une plus mauvaise estime d'elles et donc des dépenses plus fortes sur tout ce qui est, esthétique, changer, maquillage, vêtements et cetera. Pour aller un peu plus loin ensuite, tu as toute la partie, chirurgie esthétique où les femmes sont les principales consommatrices et on sait aujourd'hui que, ça peut vraiment, déclencher des souffrances physiques, psychologiques et tout ça encore une fois pour, répondre à cette norme qui a été instaurée, par ces images qu'on voit en permanence. Donc on a parlé de corps hyper sexualisés, mais on peut aller plus loin aussi en disant qu'en général cette norme dont je parle là, c'est vraiment, les corps, minces, jeunes, aussi, blancs, il y a tout plein de choses, mais voilà la sur ces normes-là. Pour aller encore plus loin, il y a aussi toute la partie, enfin, il y a une vraie corrélation entre cette charge esthétique, cette chirurgie esthétique, mais aussi tout ce qui est troubles de l'alimentation, quand on parlait de minceur et du coup, je suis allée regarder les chiffres et j'étais encore plus choquée que ce que je m'imaginais. Mais 90 des personnes touchées par, l'anorexie sont des femmes, Mmh. majoritairement de moins de 20 ans et ce trouble, en fait, il entraîne le décès dans 10 des cas, donc on est quand même dans quelque chose d'assez grave et aujourd'hui, les corrélations sont prouvées entre ce marketing hyper stéréotypé qui vont ensuite, amener à plusieurs déboires. Donc je sais pas si, tu veux rebondir déjà sur ce premier impact? Ouais, ouais, je pense que c'est un point hyper important, enfin, et puis, je peux parler en tant que femme, enfin, moi, je sais que et pourtant, je fais partie de la norme, haute, on va dire, je suis blanche, je suis grande, blonde, enfin, je veux dire, j'ai pas de problème physique particulier, mais j'ai toujours eu des complexes et même si on parle de la publicité, enfin, il y a pas que la les affichages dans la rue, mais moi, j'aime bien à chaque fois quand on parle de sexisme avec des potes en soirée ou quoi et qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire: «Non, mais Anaïs, on fait une tonne, c'est plus autant pas c'est ça n'existe plus aujourd'hui». Je fais: «OK, très bien, tu vas prendre ton téléphone, on va prendre le mien, on va ouvrir Instagram et on va compter jusque 3». Et là, Très généralement, simple. voilà, donc lui, il va y avoir plutôt des vidéos, soit, sur l'entrepreneuriat ou de voyage ou de voiture ou de sport, enfin très, genre, toujours plus fort, toujours plus vite et cetera et généralement en 3 secondes, je vais avoir un truc sur une problématique de poids, de confiance en soi, de trucs, mais qui vient vraiment renforcer un sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi et mine de rien, enfin, c'est ça, c'est partout, quoi. C'est, bah, dans l'affichage dans la rue, sur mon téléphone, dans les emails, que je reçois et cetera. Donc oui, je te rejoins, très fortement, sur ce premier impact. Non, mais c'est clair qu'en plus avec l'hyper-personnalisation, les algorithmes et tout, Mmh. on est constamment abreuvé de choses personnalisées qui doivent imaginer personnalisées pour les femmes sur toutes ces Mmh mh. thématiques-là. Donc en fait, ça s'arrête jamais et forcément quand on a déjà un complexe ou même qu'on n'en a pas, on finit par nourrir des pensées, de Complètement. comparaison, de normes, et cetera. Et quand tu disais qu'il y avait pas forcément, que l'affichage, ou autre, ça me fait penser, je sais pas si tu connais, enfin si tu regardes un peu ce que fait, Ashley, Sio, c'est une formatrice, militante pour l'égalité des genres. OK. On pourra mettre, le lien vers, Ouais, je mettrai le son lien. LinkedIn, c'est possible et elle fait un travail hyper intéressant sur le décryptage des affiches, de films. Donc certes, une industrie un peu, enfin qu'on sait qui est extrêmement codifiée et en fait, elle parlait la dernière fois du nombre, d'affiches de films où, il y a des femmes sans tête. C'est vraiment un truc, Mmh. depuis des années qui sont comptabilisés. Il y a même un compte Insta, qui s'appelle je crois, Headless Women of Hollywood et où en fait, tu as encore énormément d'affiches de films où, tu as des femmes sans tête, donc juste un corps sexualisé. Si c'est une femme, on l'appelle uniquement par son prénom dans les titres ou Mmh mh. femme 2, fille 2. C'est vraiment, hyper prégnant
et tu te rends compte que c'est pas forcément que dans la pub, en tant que telle, c'est vraiment juste tous les messages marketing qu'on peut avoir qui sont biaisés, quoi. Bah, c effectivement, si on ouvre un peu plus large, il y a le livre de, Rosemary Lamy, «Défaire le discours sexiste dans les médias» qui, bah, parle, bon, plus de la partie, médias, journalistes, presse et cetera, mais en fait, finalement, c'est aussi le même, genre, j'ai l'impression que ça se nourrit, quoi. C'est-à-dire qu'à force d'avoir cette image-là dans la publicité, bah, en fait, on a ce même discours dans les médias, et du coup, ce même traitement dans notre société et puis ça vient juste renforcer, Se renforcer. exactement, ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est à peu près partout, donc Ouais. et du coup, pour, reboucler, sur ta question sur les impacts, je pense aussi à un autre impact, très concret et très important, c'est le lien entre ces images, normées, sexualisées et cetera et les violences sexistes et sexuelles ou la culture du viol, en général et là aussi, il y a des chercheurs qui ont montré que cette représentation médiatique de la femme dans ces images, en fait, soit, tu sais, on peut être, soit infantilisé, soit sexualisé, soit, uniquement perçu par le biais, des tâches ménagères et cetera, dans ces représentations. En fait, ça renforce l'acceptabilité sociale de la violence sur elle. Et en fait, le fait Mmh. d'être toujours abreuvé pour les personnes, violentes de ces choses-là, ça va renforcer le côté acceptable de la femme, de voir la femme comme une victime, en tout cas. Et voilà, donc ça, il y a des recherches là-dessus, on pourra aussi mettre, le lien et je trouve que c'est un impact, auquel on pense moins, mais on sait aujourd'hui qu'il est vraiment prégnant puisqu'on a un gros souci, toujours et notamment en France sur, le nombre de féminicides et de violences sur les femmes. Le marketing, ou le fait d'être abreuvé d'images de femmes toujours en mode, offerte, infantilisée, un peu, des fois étoile de mer quoi. Ça renforce, ces choses-là et je trouve ça important parce que là, c'est un impact, tellement grave. Voilà, c'est important de le souligner, je trouve. Et tu sais, ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à une pièce que je suis allée voir, l'année dernière. Alors j'ai pas le nom là, mais je ferai l'effort de retrouver, le titre de la pièce pour le mettre, en lien et en gros, cette pièce, c'était que des mini scénettes de violences faites envers les femmes et en fait, à chaque fois, la scénette se terminait par, la femme qui répondait mais avec une extrême violence, comme on peut voir, dans, des jeux vidéo ou un peu à la Kill Mmh. Bill, tu vois? Genre vraiment, et bon, tout était, mimé, le style de la pièce, c'était vraiment très minimaliste, il y avait pas d'accessoires et cetera, donc tout était mimé avec des bruitages faits sur la scène et je peux te dire que, bah, déjà, sur les la 1re fois qu'il y a eu cette scène vraiment de violence faite par une femme envers un homme, toute la salle était choquée. Même moi, j'étais choquée Mmh. et genre je l'ai senti et j'ai mis une bonne demi-heure à me dire parce qu'après bon, tu comprends, c'est les scènes se répètent et puis tu sais que ça va se terminer comme ça et en fait, à capter le truc que j'étais choquée de voir une femme d'avoir un tel accès de violence Ouais, parce qu'on bah, n'a oui. pas l'habitude de voir ces images-là, en fait et de le voir là représentées, tu vois, dans des scènes du quotidien et cetera et je me suis dit: «Waouh!» En fait, genre, enfin, même moi qui suis, féministe, hyper engagée, qui fait un travail de déconstruction quand même assez important et ben, en fait, là, j'étais là: «Ah ouais, non, en fait, il y a encore des sujets qu'il va falloir aller chercher, quoi». Parce que et justement, le fait de ce rôle de victime, versus agresseur ou enfin, il est quand même bon, Mmh. non pas qu'on doit inverser complètement la tendance et faire, de toutes les femmes du monde, des agresseurs, c'est pas le sujet, mais Pas en du fait, tout. ça montre à quel point on est dérangé par cette image-là parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir. Ouais et comme tu dis, Hem, on a beau, se déconstruire et cetera, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude dans nos sens et je trouve ça hyper mmh. intelligent que du coup dans cette pièce-là, ils nous fassent vivre, le truc pour qu'on s'en rende compte. Parce que Ouais, du coup, on l'a ouais. ressenti, donc on est obligé de dire que ça existe. Alors que quand on lit quelque chose, c'est peut-être un peu moins impactant. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et donc, tu vois, là, on disait tout à l'heure que c'était, hyper ancré dans la société, enfin, c'était dans la publicité, dans le discours médiatique et du coup, dans nos sociétés, on a tous un biais sexiste. Ça, j'aime bien le rappeler à chaque fois, genre, bah, tu vois, Oui. même moi, parce qu'en fait, on est élevé dans une société qui est profondément sexiste et moi, ma question pour toi, là, c'est comment est-ce qu'on fait et notamment en tant qu'entreprise, en tant que marketeur ou communicant pour justement non seulement déconstruire ces biais sexistes, mais vraiment éviter de tomber dans ces pièges stéréotypés dans lesquels on va très facilement dans la communication et le marketing. Est-ce que tu aurais des conseils? Ouais et bah, déjà, je pense que en fait, il y a un truc, assez simple, je sais pas, mais que moi je trouve assez clair en tout cas. Pour donner une idée, c'est que si on a envie de contrer, ces biais, ces stéréotypes et cetera, quand on est une entreprise, donc forcément on est amené à faire du marketing, à communiquer. Si on veut avoir un marketing qu'on appelle du coup inclusif, le but c'est qu'en fait tous les contenus qu'on propose reflètent réellement la diversité qu'il va y avoir dans ton public cible.
ou Mmh. à minima dans la société. Déjà, si on pense à ça, juste en comparant, toutes les affiches, qu'on croise ou les pubs qu'on croise, les personnes avec qui on est dans le tram ou dans le métro, il y a un gap déjà énorme. Donc je trouve que c'est déjà un bon moyen de tout de suite se dire, enfin, voir l'écart et voir là où on peut bosser. Et donc après forcément, on peut penser uniquement à son public cible, à minima. Mais voilà, c'est-à-dire que dans ces campagnes, dans ces communications, faut penser à inclure, bah, du coup des personnes, enfin le truc auquel on pense tout de suite, mais d'âges différents, d'origine ethnique différente, d'origine sociale, d'apparence, identité de genre et cetera. Déjà quand on fait ce travail-là, on aide les personnes à se sentir, représentées et déjà c'est déjà un grand pas par rapport à ce qui existe actuellement. Et puis après, quand on veut aller plus loin, il y a aussi toute la partie, inclusion sur tout ce qui est, cognitif, capacité physique, mentale, langue aussi, capacité, Mmh. de parler, d'écrire, de lire, spiritualité, religion, donc en fait, il y a plein de degrés à la partie inclusive du marketing, plein de choses auxquelles penser. Je sais pas, peut-être que si je donne un exemple, ce sera plus clair, mais parce que je pense notamment à un secteur dans lequel, je trouve qu'il y a eu pas mal d'efforts faits ces dernières années, par exemple tout ce qui est, lingerie. C'est assez parlant parce que du coup, le but, si on veut contrer, ces stéréotypes et cetera, ça va être d'inclure dans ces campagnes marketing des personnes comme leur cible en fait, qui vont avoir plein de morphologies, qui vont avoir plein d'âges différents, des personnes qui vont être peut-être porteuses de handicap, des personnes de différentes origines ethniques, représentatives de la société. Donc là déjà, on arrive à faire quelque chose qui est représentatif et c'est déjà pas mal. Et du coup, sinon, en général, pour éviter les biais, si on a des problématiques, en tête déjà, je trouve que le plus pertinent, ça va être simplement de poser des questions aux personnes concernées et comment Mmh. elles se sentent par rapport à une communication qu'on veut proposer, par exemple. Si on peut, enfin, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de pas rester dans sa tête, en fait, et d'aller directement, enfin, pas d'essayer de deviner, mais d'aller directement demander aux personnes concernées ce qu'elles en pensent. C'est le moyen le plus court. Complètement d'accord. Mélanie, du coup, est-ce que tu peux nous parler d'une campagne publicitaire récente qui, selon toi, a réussi à briser efficacement ces, stéréotypes de genre tout en restant authentique et impactante? Bah, écoute, je pense à plusieurs, enfin pas forcément à une seule, j'en pense à plusieurs, parce que pas forcément, des campagnes, hyper récentes, mais au niveau mondial, pour des grosses entreprises, là où il y a plus de budget et cetera et aussi dans des pays où ces thématiques sont développées depuis plus longtemps. Je trouve que la première qui vient un peu en tête, c'est la campagne, enfin toutes les campagnes de Dove depuis Mmh. maintenant presque 20 ans. Bah, elles avaient commencé il y a longtemps, sur, la partie, Real Beauty, elle s'appelait et du Mmh. coup, c'est là où ils ont commencé vraiment à avoir des pubs inclusives avec, des mannequins qui ressemblaient à leurs consommateurs et leurs consommatrices. C'est un peu l'image qui me vient en tête, où on a des images, de pubs, beauté vraiment avec, tout type de mannequins, toute taille, tout âge et cetera. Au fur et à mesure, ils ont aussi arrêté, un maximum les retouches. J'en parle parce qu'en fait, plus récemment, enfin, ils continuent ça depuis bientôt 20 ans et ils continuent chaque année de rajouter un petit peu des briques et je pense notamment cette année, ils ont bossé sur une campagne qui s'appelait, donc pour reprendre, Real Beauty, qui s'appelait Real Virtual Beauty et le but, Mmh. c'était vraiment d'aller combattre, l'hypersexualisation des femmes dans les jeux vidéo. Ils essaient un petit peu à chaque fois d'aller s'attaquer à un angle précis et en étant concrets, donc là carrément ils ont fait en fait, eux-mêmes une collection artistique de personnages féminins beaucoup plus représentatifs et plus adaptés à la diversité des femmes et ils les proposent en fait, gratuitement aux développeurs de jeux vidéo pour qu'ils puissent s'en inspirer et les utiliser. Je trouvais cet exemple, hyper, intéressant et sinon en grosse marque, je pense aussi à Nike aussi depuis Mmh. des années qui font des campagnes, qui prennent, au sentiment avec souvent, beaucoup d'athlètes, féminines ou sinon handi, avec plein de phrases et de voix pour te motiver à aller plus loin, à pas forcément écouter les autres, à aller affronter les obstacles, et cetera. Voilà un peu pour, le global et au niveau plus français, je sais pas si tu avais vu donc c'était l'année dernière, la campagne de Jules avec un influenceur, porteur de handicap. Ça te parle ou pas? Ça me dit rien. Ils avaient fait leur, enfin, il faut bien commencer quelque part. Ils avaient fait leur première re collection capsule inclusive. Donc c'était des OK. vêtements, adaptés aux personnes handicapées, donc plus confortables, plus faciles à enfiler, avec, je sais pas, genre, tu vois, une taille, avec un élastique. Il y avait Mmh. tout un système de boutons aimantés et pour ce faire, ils l'avaient fait en collaboration avec l'association, APF et du coup, l'influenceur dont je te parle, qui s'appelle, Roro le Costaud, qui est assez connu, sur Instagram
qui est, tétraplégique et activiste et du coup, il avait aidé à créer la collection, mais aussi il avait été la personne qui l'incarnait, enfin qui était le mannequin. Ouais, donc là, on voit bien finalement, par rapport au conseil que tu disais tout à l'heure, de vraiment venir s'adresser à sa cible et là, c'est limite enfin, c'est de la co-construction, en fait, de produits et de campagnes. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça intéressant le fait enfin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure d'aller en fait utiliser, enfin d'aller demander aux personnes concernées, quoi de mieux dans des campagnes, en fait, de les co-créer, avec les personnes, concernées. Ça apporte aussi, je trouve, un côté, encore plus authentique et transparent, à la chose. Et en parlant, j'ai pensé aussi, aux campagnes, de Moods, sur Mmh. un autre sujet d'inclusion, sur la partie, non genrée, et aussi inclusion des personnes trans. C'est une marque de culottes menstruelles française et du coup, elles avaient, enfin je crois elles, parce qu'il me semble que c'est une équipe féminine qui la dirige, elles avaient créé un boxeur non genré de règles du coup, pour, toutes leurs clients et clientes, non binaires et trans. Et pareil, en fait, elles avaient été accompagnées, je sais plus par qui, mais par une personne, concernée pour le développer. Ah oui, si, c'était pas, enfin, c'était une consultante, un consultant en questions transgenres et du coup, ils avaient même formé les équipes en interne. Enfin, ils avaient vraiment une démarche globale dans la conception de ce produit, puis de la campagne et j'avais trouvé ça, vraiment cool et elle avait pris la parole, la fondatrice, pour dire, «Moi, je suis cisgenre hétéro, et même enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, même si je suis sensibilisée, en fait, je vivrai jamais ce que ces personnes, vivent. Donc en fait, il faut Mmh. juste, accepter de se faire accompagner, par les bonnes personnes plutôt que de faire des conneries, quoi». J'avais trouvé ça cool qu'elle prenne la parole et ça rajoute de l'authenticité et ça évite qu'on pense tout de suite, bah, peut-être qu'elle surfe sur la vague, comme ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Après, tu sais, tu as tout plein de washing, donc tu as aussi le pink Ouais. washing, et cetera. Donc je trouvais ça intéressant, toute la démarche et le fait que, la dirigeante prenne la parole ouvertement là-dessus pour dissiper tout doute et donner un peu l'exemple. Ouais, il y a une vraie démarche du coup, de transparence et d'humilité, d'accepter de se faire accompagner aussi sur les sujets, où on n'est pas expert et notamment, là sur des sujets de diversité, je pense que c'est essentiel et c'est vrai que enfin, là c'est un exemple, plus médiatique, mais il y a rien qui me rend plus dingue que, des tables rondes, dans les médias, sur des sujets, sur le port du voile ou, le droit à Mmh. l'avortement où en fait tu as aucune femme présente, Concernée. concernée, et qui est présente sur le plateau et en fait, tu te rends compte que mine de rien, dans le marketing, développement produit et cetera, il y a quand même encore beaucoup de pièces où il y a des décisions qui sont prises sur des campagnes, des développements produits et cetera, où les personnes concernées sont pas dans la pièce, en fait. Ce qui semble dingue. Ouais, alors que ça devrait être la base. Ça me fait penser, tu sais, au plateau télé qu'il y avait eu sur la ménopause avec, genre 5 ou 6 hommes. Passionnant, vraiment, l'image parfaite pour illustrer. C'est ça. Dans une de tes newsletters, je me souviens que j'avais noté que tu parlais du sujet de l'inclusion washing. Donc comme on était dans cette thématique, pinkwashing, et cetera. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est ce phénomène et comment on peut le détecter? Ouais, et bah, du coup, l'inclusion washing, c'est un peu plus large, que le pink washing dont je parlais tout à l'heure et Mmh mh. notamment comme on parle à des entreprises, c'est intéressant de le mentionner. En fait, ça va être une stratégie d'entreprises qui veulent en fait, qui ont compris que c'était un sujet qui allait, leur permettre d'avoir une bonne image, Mmh. potentiellement, d'attirer les talents, notamment les jeunes qui sont très mobilisés sur ces sujets-là. Donc ils vont se présenter d'une manière, inclusive, on est pour l'inclusion, la diversité et cetera. Alors qu'en réalité, il y a pas de vraie action et d'engagement dans leur politique interne derrière. Pour un exemple d'entreprise, ça va être par exemple aller engager, des salariés issus de minorités, donc super, pour montrer qu'on valorise la diversité et cetera, parce qu'on sait que, c'est important aujourd'hui. En fait, derrière, il y aura rien qui sera mis en place pour, inclure ces personnes-là, qu'elles se sentent bien et leur permettre, de s'épanouir. J'en parlais dans la newsletter d'ailleurs, ça s'appelle, le je sais pas comment on le prononce en français, le tokenisme, parce qu'en anglais c'est plus joli. Mais voilà, c'est le truc de dire: «Bah, en fait, vous pouvez pas du tout m'accuser de discrimination parce que regardez, j'ai embauché telle et telle personne». Alors qu'en réalité, il y a aucun moyen donné et d'action mis en place pour que cette personne puisse effectivement, s'épanouir dans la structure. Stratégie très court-termiste du coup, si tu me Ouais. permets, mais enfin, Complètement. voilà. Ouais, ouais, je vois très bien. Puis, j'ai essayé de retrouver, mais il y a une organisation, je suis tombée dessus, je remettrai le lien, qui s'appelle May24, je crois, qui justement la journée pour l'inclusion des diversités au travail et Ouais. justement qui parle de toutes ces thématiques,
sur, des on a l'impression, parce qu'on a recruté des gens, que le travail est fait, mais qu'en fait derrière, il y a pas vraiment de démarche, pour que tout le monde soit vraiment à pied, d'égalité, dans la société et cetera. Ou alors, enfin, on va facilement retrouver la diversité, toujours au même poste quoi, Oui, ou typiquement, enfin, pour parler, de moi, ce que je connais très bien, des différences de genre, pour avoir, bossé 4 ans et demi, 5 ans dans la tech, on avait 0 femme dans les métiers tech. On était les seules, nanas de l'entreprise, on était, communication, marketing, relations clients. Donc ouais, toujours au même type de poste. Surtout dans voilà. la tech, c'est un secteur qui est hyper touché par ça. Non, non, mais c'est clair. Et après, du coup, tu es arrivée au poste en disant: «Bah, super, je représente une partie, grandissante, je l'espère, des femmes dans la tech», mais en fait, je suis cantonnée, à Ouais. certains postes et potentiellement en interne, enfin, je parle pas pour la boîte dont tu faisais partie, mais potentiellement tu continues de ressentir des stéréotypes, des remarques et cetera qui font que ça te permet pas d'aller, chercher d'autres postes ou avoir d'autres Mmh. opportunités. Alors je l'ai pas ressenti spécialement en interne, mais surtout plus, donc moi j'étais directrice marketing et plus en externe ou, dans des discussions, importantes, sur la stratégie de l'entreprise ou la technologie et cetera, on tout d'un coup j'étais plus incluse. Alors Mmh. qu'après quand même 4 ans, sur, développement d'applications, enfin je veux dire, en plus c'est un sujet qui m'intéressait et cetera, donc je commençais quand même à avoir, non pas à être, développeur, tu vois? Enfin développeuse, Ouais, mais et à coder, mais expérience quand avoir même, une du sujet, quoi. une expérience, du sujet, des enjeux et challenges qu'on pouvait, avoir derrière et franchement, j'ai rendez-vous client avec, que des ingénieurs dans la salle et j'avais bien conscience que mon avis comptait très peu. Mais Donc c'est là que c'est dingue parce que, enfin, les entreprises, elles ont un rôle tellement important à jouer sur ces sujets-là. C'est vraiment là où on passe la plupart de notre temps, mmh mh. quelque chose dans lequel on met tellement d'énergie et ils ont un rôle tellement important et puissant qu'ils se doivent aujourd'hui de se bouger là-dessus. Après, c'est pas simple entre un constat et des actions concrètes, surtout quand ça fait des années qu'on fonctionne d'une certaine manière, mais Ouais, enfin, ça commence à urger, quoi. c'est clair. Et toi, justement, est-ce que tu aurais des actions concrètes à recommander aux marques, aux entreprises, pour vraiment entreprendre des campagnes qui reflètent une véritable inclusion et une diversité, sans se limiter justement à ces gestes superficiels, dont on parlait juste avant? Qui n'ont pas forcément, d'impact, enfin, OK, pas d'impact réel. Bah, je pense que Mmh. déjà le tout premier conseil, c'est, d'y aller avec, une certaine sincérité. Pas Ouais. d'y aller parce que du coup, on a vu que c'était important aujourd'hui, c'est enfin, très bien déjà, mais personnellement, de s'être, renseigné, d'avoir conscience, des constats et de leurs impacts pour se sentir, réellement, concerné, avoir envie d'agir et du coup, ça passe forcément par, de la sensibilisation, de l'éducation, enfin se former à minima sur ces thématiques-là pour avoir envie Mmh. de les porter. Sinon le gap, il commence à se former dès le départ et il y aura forcément une différence entre ce qu'on prône et la réalité. Donc je pense que déjà si on commence par ça, ça permet d'être plus, voilà, plus sincère, plus authentique. Ensuite, au-delà de tout ce qui est marketing, pareil dans cette optique de pas avoir de gap, il faut avoir une démarche diversité et inclusion dans son entreprise. Donc on en parlait, Mmh. dans son recrutement certes, mais aussi dans son management d'équipe au quotidien. C'est très large, mais voilà, une démarche de diversité et d'inclusion, dans l'entreprise et ensuite plus marketing, comme on le disait, d'essayer d'intégrer la diversité dans ses campagnes pour qu'elles correspondent à la cible, à la réalité de la cible, à la diversité de sa cible. Ça peut demander un petit peu de recherche, un peu de questionnaire, aller plus, c'est pas mal d'ailleurs pour le marketing de le refaire de temps en temps, d'aller un peu au Mmh. contact de sa cible pour voir, qui en fait partie et une fois qu'on a déjà ces éléments-là, je t'en parlais tout à l'heure d'aller demander aux personnes concernées. Je trouve ça hyper intéressant pour, les entreprises d'avoir en fait, d'aller tester avant de faire quoi que ce soit. Quand on a eu une idée peut-être plus ou moins aboutie, d'aller la tester sur, un panel, de personnes qui va déjà être, au fait de ces enjeux d'inclusion, potentiellement concernées. En fait, éviter de se lancer tout feu tout flamme, avec des super belles photos, avec juste, plein de gens d'origines ethniques différentes et se dire: «C'est bon, j'ai fait le taf». D'aller, voir plus loin dans les textes, dans les visuels, dans la manière d'amener, dans bien aller vérifier donc ça, c'est un autre point, mais toute la partie, accessibilité du contenu. Mmh. Si on parle de marketing, ça va être, les ads, les pages web. Est-ce qu'au niveau des couleurs, des tailles de texte, on est bon? Est-ce qu'on a bien des sous-titres? Est-ce qu'on a bien des balises sur nos images? Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est important d'être sensibilisé parce que c'est des choses, quand on est valide, ou qu'on a certains privilèges dont on va même pas s'apercevoir qu'elles sont pas accessibles ou pas inclusives. Et du coup, voilà, ça fait Ouais, déjà quelques conseils.
Et surtout, ce que je trouve intéressant, ça fait un bon rappel parce qu'en fait, on a tendance à voir, les entreprises se réveiller un peu, quand il y a, une journée internationale ou, un mois, dédié à ou la semaine de. Et en fait, que cette démarche-là et ces campagnes marketing, ou de communication, que ça soit en externe ou interne, bah, s'arrête pas en fait à la semaine du handicap ou, à la journée internationale des droits des femmes. Que ça soit pas juste on se réveille le 7 mars pour dire: «Oh, il faudrait faire quelque chose qui est on va faire une photo de toutes les femmes de l'entreprise». Genre non, On leur a même offert des fleurs pour ce jour-là, ça tu alors ça c'est donc voilà. Mélanie, quand tu entends slow marketing, tu penses à quoi? Au-delà du côté, slow, enfin qui me fait penser un peu, du coup au raisonné, à la lenteur, au respect des cycles et cetera. Pour moi, c'est vraiment le marketing des entreprises qui sont engagées et qui veulent être en cohérence à tous les niveaux, donc aussi en marketing. Et question de la fin, quelle action recommanderais-tu à tous les marketeurs pour contribuer à une société, plus juste et égalitaire? Je l'ai déjà mentionné, mais je pense que je vais le marteler, c'est de pas essayer de deviner ce qui serait le Mmh. mieux ou d'essayer de penser à la place, de quelqu'un. S'éduquer, lire, écouter des podcasts. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à tellement de choses pour se déconstruire. Donc, formez-vous, écoutez les personnes concernées. De temps en temps, ça fait du bien de pas parler et de juste écouter. Et je pense que c'est vraiment le point, de départ, mais aussi, tout le long du chemin de la diversité et de l'inclusion pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Je suis bien d'accord avec toi et surtout, en fait, ça fait partie de la base du marketing, d'écouter son marché. Mais j'ai l'impression qu'avec notamment le marketing digital et l'affluence de données qu'on a, qui sont accessibles en quelques clics, de savoir, la démographie, des visiteurs du site, où est-ce qu'ils cliquent, ce qu'ils font et cetera. C'est qu'on a perdu cette habitude de vraiment faire de la recherche, Mmh. sur ces utilisateurs et de poser des questions et d'avoir de la donnée quali. Parce qu'en fait, on a tellement d'informations aujourd'hui que, bah, pourquoi est-ce que je perdrais le temps de faire, une étude marketing ou un sondage auprès de mes utilisateurs et cetera, quoi. Ouais, de leur parler en vrai, d'avoir Ouais. la personne qui est derrière, ses attentes, c'est sûr. Et puis aussi, je trouve que quand ces datas-là sont un peu déshumanisées, du coup, on a un biais à les imaginer comme nous. Mmh. J'ai l'impression pour la partie diversité et inclusion, parce qu'on met notre projection dessus et du coup, ça nous ferme à plein de vécus et de points de vue qu'on connaît pas. Mmh. Ouais, complètement d'accord. Bah, écoute Mélanie, merci beaucoup pour cet échange, passionnant sur, la diversité. Comment apporter plus de diversité dans le monde de l'entreprise, et particulièrement, dans le marketing. Bah, je mettrai bien entendu, les liens vers ta newsletter et ton profil, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais partager, avant de conclure cet épisode? Bah, écoute, non, juste, d'aller regarder, c'était peut-être un peu flou au début quand on parlait de publicité, sexiste, notamment Mmh. aujourd'hui, parce qu'on peut avoir tendance à dire que ça n'existe plus. Donc pas hésiter à aller regarder ce rapport, entre la publicité et le sexisme. Vous allez, d'un coup, vous trouver que c'est très, 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 d'actualité. Et puis voilà, c'est un bon point de départ, ce rapport et puis continuer à aller voir les personnes qui en parlent, les formateurs, les consultants et cetera. Super, merci beaucoup. Merci à toi Anaïs. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.